je serai très très bref pour laisser aussi le temps à la conférence et ensuite surtout à l'échange. D'autant plus que je crois que la consul vient aussi quelques mots à 14h et Wazem en fin de journée. Mais merci beaucoup pour l'organisation de ce bel événement. Merci à tous les partenaires qui sont présents aujourd'hui. Je crois que ça répond à un vrai besoin pour notre communauté française à Hong Kong, qui est une des plus importantes de la région, de pouvoir avoir cet accompagnement, avoir ces échanges avec différents partenaires sur plein de créneaux très différents. L'expatriation, c'est un choix de vie et donc un projet en soi qui couvre l'ensemble des dimensions. On est bien placé pour le savoir également en tant que diplomate. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à notre intervenant et je vous encourage bien évidemment à interagir, à pouvoir aussi poser vos questions si vous le souhaitez au consulat, qui est évidemment là aussi pour vous accompagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. On met le layout en place. On va être bon. Sinon, je commence comme ça si tu veux. Vas-y, commence. Okay, d'accord. Merci à tous d'être venus et de prendre un petit peu sur le temps du déjeuner pour venir nous écouter aujourd'hui. Merci également à Erwan et à Didier pour l'organisation de cette première session de la Maison de l'expatriation à Hong Kong. Et on a beaucoup de plaisir à être les premiers intervenants pour vous parler un petit peu aujourd'hui de fiscalité. Je vais vous parler dans un premier temps très très brièvement de Alpha Prime qui est notre cabinet. Donc Alpha Prime, qui est votre lieu de résidence, pour probablement tous ceux qui sont ici, votre lieu de résidence fiscale est Hong Kong. Parfois, il y a des conflits de juridiction qui disent tu es résident fiscal à Hong Kong, mais tu veux aussi être résident fiscal dans une autre juridiction. Il y a également la fiscalité du lieu d'implantation et de la source de vos revenus, qui peut avoir une importance. Par exemple, vous êtes résident fiscal ici, mais vous avez des revenus de source française. Par exemple, vous avez un bien immobilier qui génère des revenus, c'est sourcé dans un autre pays. Comment on traite fiscalement ces revenus de source étrangère? Ça, c'est important. Et puis également, donc, le lieu de situation du patrimoine. Par exemple, vous êtes actionnaire d'une société qui est basée à l'étranger. Comment sont traités les différents aspects patrimoniaux et fiscaux de ces revenus, que ce soit en termes de dividendes, de plus-value, d'intérêt, ces choses-là. Donc ça, c'est tout la réglementation nationale d'un pays qui va déterminer ce qui peut s'appliquer à votre situation. Et ensuite, on a le contexte international. La plupart du temps, il peut arriver des situations où il y a des conflits de juridiction où deux États vont se considérer comme étant compétents pour taxer des revenus, du patrimoine, des plus-values. Donc, en général, quand ce genre de situation arrive, on va toujours regarder s'il y a une convention fiscale qui existe. Une convention fiscale, c'est quoi? C'est un contrat qui est passé entre deux États et qui détermine qui est compétent pour taxer quoi, pour faire court. Par exemple, dans la situation des Français, il y a une convention fiscale qui existe entre Hong Kong et la France et qui peut déterminer quelle est la réglementation applicable à votre situation. Donc, si vous êtes vous-même dans une situation de personne qui avait des investissements et de l'externalité avec du revenu, du patrimoine ou des situations cross-border comme ça, ces questions-là vous intéressent forcément. Ce qui est important, effectivement, de regarder une fois qu'on connaît bien le cadre juridique et fiscal et quelles règles vont s'appliquer à cette situation, c'est bien identifier la cartographie des besoins. Chaque personne a ses propres objectifs. Ça peut être préparer la transmission du patrimoine, ça peut être aussi préparer la transmission de son entreprise. On accompagne régulièrement des gens qui nous disent «
suis en train de développer mon entreprise, mais dans 2, 3, 10 ans, je vais la vendre. Comment je m'organise d'un point de vue juridique et patrimonial pour planifier la transmission de cette entreprise-là. Ça peut être l'optimisation de la fiscalité des revenus, que ce soit des revenus professionnels, que ce soit des salaires, des dividendes, que ce soit de l'immobilier. Optimiser la fiscalité également des plus-values, que ce soit sur des actifs professionnels ou non professionnels. Ça peut être la préparation de la retraite également. Comment je fais en sorte de mettre en place les outils qui sont les plus adaptés à mes besoins pour prendre ma retraite dans quelques années. Et la plupart du temps, c'est un mix un petit peu de tout ça. Avec parfois d'ailleurs des éléments qui vont être un petit peu antagonistes, contradictoires. Donc il faut toujours bien mettre en place cette cartographie des besoins et la faire évoluer dans le temps. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous dire, ce qui m'intéresse, c'est d'optimiser la fiscalité de mes revenus immobiliers qui sont en France. Et peut-être dans 5 ans, c'est comment j'optimise la fiscalité des plus-values, parce que je vais peut-être vendre pour faire autre chose, peut-être acheter un bien immobilier dans un autre pays. Ou alors je développe mon entreprise. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est optimiser le cash flow de ma société, optimiser la fiscalité des dividendes, mais peut-être dans 2-3 ans, ce qui va vous intéresser, c'est je veux la vendre, je vais payer le moins de taxes possible. Donc, il faut toujours bien faire aussi de la veille juridique de tous ces besoins-là. Et encore une fois, chaque personne et chaque contribuable, entre guillemets, a ses propres besoins qu'il faut faire évoluer. Donc, ce qui est important quand on met en place de la planification patrimoniale, c'est vos planifications, ça c'est très important, c'est-à-dire anticiper. Ça nous arrive très très régulièrement, quand je dis très régulièrement, c'est à peu près 1 fois par semaine, d'avoir quelqu'un qui nous appelle en disant « Je suis parti de Hong Kong il y a 1 semaine, il y a 1 mois, il y a 6 mois, comment je fais pour utiliser ma situation patrimoniale ?» Parfois c'est un peu tard. Il faut toujours bien anticiper tous ces besoins-là. Ça ne veut pas dire qu'on va implémenter tout de suite des solutions patrimoniales, mais au moins on identifie les points sur lesquels on a un peu de leverage et quelles sont les actions qui seront à mener dans un second temps. Une fois qu'on a anticipé ces besoins, qu'on a défini une stratégie, on implémente les différentes solutions avec des outils patrimoniaux, des sociétés holding, des contrats d'assurance vie, des comptes types, des donations. On va regarder ça un peu plus loin. Et ensuite, effectivement, il y a l'aspect adaptation. Et ce que vous mettez en place aujourd'hui ne sera peut-être plus d'actualité, ça ne sera peut-être plus votre priorité dans quelques mois, dans quelques années. Donc il faut toujours se laisser la possibilité de défaire ou d'ajuster ce qu'on a mis en place. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas demain, non seulement parce que vous allez avoir peut-être des priorités qui vont changer ou des objectifs qui vont changer, mais peut-être que la réglementation fiscale va changer aussi. Voilà, il y a certains États qui ont une relative stabilité fiscale, il y en a d'autres où c'est un peu moins le cas et où les règles fiscales changent très régulièrement, donc il faut pouvoir s'adapter à ces changements réglementaires. On a le cas, par exemple, de pas mal de gens qui, ces derniers temps, sont partis de Hong Kong pour aller s'implanter et s'installer en Thaïlande. En Thaïlande, la loi fiscale, elle change maintenant, donc il faut regarder comment on optimise les gens qui étaient partis en Thaïlande pour ne pas avoir de fiscalité sur leurs revenus de source étrangère. Et les règles changent un petit peu aujourd'hui. Donc il faut se donner toujours un peu de flexibilité pour pouvoir adapter à ces situations-là. Pour vous parler de façon très concrète et de façon beaucoup plus parlante, j'ai pris un petit case study, un petit cas d'école avec une famille française qui réside soit à Hong Kong ou à Singapour. J'étais un peu feignant parce qu'on va refaire cette présentation-là dans 2 jours à Singapour, avec monsieur qui est salarié, madame qui est chef d'entreprise, et donc chef d'entreprise qui exerce au travers d'une société, 2 enfants mineurs, un bien locatif situé en France et un portefeuille de valeurs mobilières en détention directe, donc un portefeuille d'actions, d'obligations, d'autres valeurs. Donc peut-être que vous allez voir peut-être un tout petit peu dans cette description-là. Et donc cette famille-là a un projet de retour en France en 2026. Donc le premier aspect en général quand on arrive sur ce cas de figure, c'est aussi d'anticiper qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue hongkongais, pour le coup. Alors hongkongais ou singapourien, mais voilà. On prend par exemple tout ce que vous avez cotisé au titre de la retraite, donc le NPF ici. Sachez que si vous quittez Hong Kong et que vous demandez le rachat de vos cotisations retraite au titre du MPF, tout ce que vous avez cotisé de façon volontaire est exonéré fiscalement. Et la convention fiscale signée entre Hong Kong et la France dit l'État compétent pour taxer les retraites, c'est Hong Kong, et Hong Kong ne vous taxe pas sur les retraites pour tout ce qui est contribution volontaire. Tout ce qui est contribution additionnelle, tout ce que vous avez mis en plus, parce que vous avez la possibilité de faire des contributions supplémentaires sur le MPF, là, c'est susceptible d'être taxé à l'impôt sur le revenu auto-progressif. Et c'est la même chose d'ailleurs à Singapour. Si vous deviez devenir résident à Singapour, les règles sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est en cas de rachat, sachant que vous n'avez aucune obligation de racheter vos pensions de retraite pour vous partir de Hong Kong, mais vous avez la possibilité de le faire, sachez que vous êtes exonéré sur les cotisations volontaires. Ensuite, tout ce qui touche aux revenus financiers à Hong Kong et à Singapour. Donc, comme on l'a dit, cette famille-là, ils sont détenteurs d'un portefeuille de valeurs mobilières, des actions, des obligations. Il y a un élément qui est important, c'est que quand vous détenez des actions et des obligations à Hong Kong, tout ce qui est revenu passif, donc les dividendes, les intérêts ou les plus-values sur les valeurs mobilières sont exonérés. Vous ne payez pas de taxes là-dessus.
Donc ça, c'est un élément important parce que ce n'est pas forcément le cas quand vous rentrez en France. Vous voyez, quand vous êtes en France, le jour où vous arrivez en France, ces revenus financiers sont taxés à ce qu'on appelle la flat tax, qui est aujourd'hui à 30%, qui probablement va passer à 33% au 1er janvier 2025. On attend la loi de finances pour 2025 qui va être adoptée d'ici à peu près 2 semaines. Mais c'est important de savoir que si vous purgez ces plus-values-là, par exemple, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, vous avez acheté du Tesla au bon moment et puis que vous avez une plus-value de 50% sur Tesla, c'est peut-être pas bête de dire je vends, quitte à le racheter l'heure d'après ou le jour d'après pour remettre les compteurs à zéro. Donc vous avez acheté Tesla pour 100, Tesla vaut 150. Si vous rentrez en France et que vous le vendez, sur les 50 de plus-value, vous payez 33%. Si vous faites la même chose à Hong Kong, vous payez zéro. Donc c'est peut-être intéressant de le faire pendant que vous êtes à Hong Kong, de remettre les compteurs à zéro. Pareil, vous détenez des actions dans une société cotée ou non cotée. Si vous avez la possibilité de purger des dividendes qui n'ont pas été versés, faites-le pendant que vous êtes à Hong Kong. Vous êtes associé par exemple d'une société, donc madame elle a une société hongkongaise, elle décide de verser un dividende, elle signe une bond resolution qui dit les dividendes de l'exercice en cours plus les dividendes passés qu'on appelle des return earnings, donc qui sont des reports à nouveau, je décide de les verser sous forme de dividendes. Ça ne veut pas dire qu'elle doit les décaisser, c'est-à-dire que si la société n'a pas le cash pour les verser, c'est pas très grave, mais au moins on a pris acte que ce dividende n'est plus un dividende et que ça devient du compte courant d'actionnaire, c'est-à-dire que la société doit de l'argent, mais c'est plus un revenu. Vous avez décidé de verser le dividende n'est pas taxé ici. Quand vous rentrez en France, même si la société vous verse ce dividende plus tard, comme le versement des dividendes a été acté pendant que vous étiez ici, vous n'avez pas de fiscalité dessus. Donc important d'anticiper ça aussi, parce que si vous versez le dividende une fois que vous êtes rentré en France, ça sera 30 voire 33% de taxation sur ces dividendes, même s'ils sont versés par une société de Hong Kong. Important. Hong Kong ne taxe jamais les dividendes, donc vous n'aurez pas de revenu à la source à Hong Kong si vous versez un dividende en étant en France. Par contre, la France va vous taxer plein. Un autre élément effectivement important qu'on peut anticiper quand on sait qu'on va partir, c'est tout ce qui touche au droit de donation. Donc à Hong Kong et à Singapour, sachez qu'il n'y a pas de droit de donation, il n'y a pas de droit de succession non plus d'ailleurs. Donc ce qui peut être intéressant de faire, c'est de dire effectivement j'ai du cash, ou j'ai des valeurs mobilières, ou j'ai d'autres actifs, ben, je vais peut-être en profiter pour faire une donation à mes enfants. Et sachant que ces donations-là seront exonérées, alors, pas toutes. Par exemple, si vous avez un bien immobilier qui est situé en France, là, les droits de donation français vont pouvoir s'appliquer. Il faut bien choisir les types d'actifs sur lesquels vous voulez faire des donations. Bien immobilier situé en France, les droits de donation s'appliquent. Donc, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est ce qu'on appelle des donations démembrées. Vous pouvez très bien dire je ne donne que la nue propriété d'une partie de ce patrimoine-là. Mais honnêtement, que vous le fassiez à Hong Kong ou que vous le fassiez en France, ça ne change pas grand-chose. Ça change même rien du tout. Donc là-dessus, pas de vrai leverage. Par contre, leverage, je veux dire, j'ai du cash, je le donne à mes enfants, je leur ouvre un compte bancaire ou autre, c'est à eux, c'est leur propriété. J'en garde la tutelle à l'administration s'ils sont mineurs, par exemple. Mais au moins, j'ai acté qu'il y a une partie du patrimoine qui est donnée et qui est exonérée de droits de donation parce que je suis à Hong Kong et que mes bénéficiaires, enfants qui bénéficient de cette donation-là, sont également résidents à Hong Kong. Donc on est tous exonérés et quand on revient en France, on a planifié une partie de la transmission du patrimoine en franchise fiscale. Si je le fais quand je suis en France, les donations sont taxées au-delà de 100 000 € par parent et par enfant. On a un barème progressif, vous voyez ici, des droits de donation, qui, si vous avez énormément de patrimoine, vous voyez, ça peut aller jusqu'à 45%. Pas négligeable. Donc si on peut anticiper un petit peu ça et éviter de passer par la case de droits de donation quand on est en France, de faire un peu de planification pour éviter ces barèmes, c'est plutôt pas mal. L'autre aspect, effectivement, sur lequel il faut réfléchir, on l'a vu tout à l'heure, donc cette famille française détient un parc immobilier en France. Comment sont fiscalisés les revenus fonciers? Je ne parle pas de l'allocation meublée, en l'occurrence, je parle des revenus fonciers des non-résidents. Donc il y a un barème qui est entre guillemets un peu progressif, donc jusqu'à 27 478 € net, c'est le bénéfice, hein, c'est pas le chiffre d'affaires. Les revenus fonciers nets que vous générez sont taxés à 20%, et au-delà, ils sont taxés à 30%. Et nous, les non-résidents hors Union européenne, on paye en plus 17,2% de prélèvements sociaux. Si vous étiez non-résident au sein de l'Union européenne, les prélèvements sont un peu moindres, mais ici à Hong Kong, on paye 17,2%. Ça, c'est important aussi à l'anticiper, parce que quand vous rentrez en France, ces règles-là des 20 ou 30% ne s'appliquent plus. Vous allez toujours continuer à payer les prélèvements sociaux à 17,2%, ça ne change pas. Bon, pas d'avantages, des avantages. Ce qui va changer, c'est que par contre, les 20 et 30% ne s'appliquent plus, ça va être le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui s'applique. Et ça, c'est le dernier barème. Alors, on ne le voit pas très bien, mais vous voyez, il va aussi jusqu'à 45%. Et là, je ne sais pas si tu le vois mieux que moi, Erwan, je ne sais plus quelle est la dernière tranche ici, mais on doit être aux alentours de 160 000 € pour un célibataire, quelque chose comme ça. Donc,
ça peut être assez conséquent, sachant que dans ces revenus-là, et pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, ce n'est pas que le revenu foncier, c'est tous les revenus que vous allez percevoir qui vont faire masse et vous allez être susceptible d'être taxé dans cette tranche-là. Donc, vous avez un bien immobilier qui est taxé comme ça, que vous avez à Hong Kong, vous allez en France, il va être taxé comme ça. Il faut juste anticiper pour dire que la note fiscale va peut-être un petit peu augmenter. Voilà. Concernant les salaires, alors les salaires, vous savez qu'ici, il y a le taux moyen d'imposition à Hong Kong, à ce jour, on ne dépasse pas 15%, à Singapour, c'est un peu plus élevé, c'est à 24%. Le jour où vous rentrez en France, ben, ces salaires-là, de base, d'un point de vue fiscal, c'est l'impôt sur le revenu, tel que pour les revenus fonciers. Donc on remonte sur le barème progressif avec une tranche marginale qui est à 45%. Et à ces montants-là, il faudra que vous rajoutiez également les charges sociales, qui sont pour moi l'élément le plus confiscatoire en France, puisqu'on peut aller jusqu'à 64% en moyenne de charges. Donc vous recevez 10, en fait vous avez 16 à payer, un peu plus de 16 à payer au total. Donc ça, c'est un élément important aussi. Pourquoi j'ai mis ce petit warning ici? C'est pour les missions réalisées en France. Je prends un exemple pour madame, par exemple, qui a une société à Hong Kong. Si madame elle continue de percevoir un salaire de sa société de Hong Kong, mais pour des missions qu'elle accomplit sur le territoire de Hong Kong, la convention fiscale signée entre Hong Kong et la France dit que c'est Hong Kong qui reste compétent pour taxer et que ses revenus sont exonérés en France. Ça, c'est important. Vous avez une société, je ne sais pas, qui fait du sourcing à Hong Kong. Madame, elle est en France, elle perçoit une petite rémunération de directeur ou des dividendes, mais elle ne perçoit pas de salaire. Quand elle vient de temps en temps faire des salons à Guangzhou, je ne sais pas quoi, qu'elle reçoit un salaire pour cette mission-là, ce salaire, il est taxé à Hong Kong, il n'est pas taxé en France. Il doit être déclaré, bien entendu, mais il échappe à la taxation. Voilà. Ce qui est la taxation pour madame également des directeurs suisses, donc la rémunération du mandat de direction de sa société, ce qu'on appelle des tantièmes ou des jetons de présence en France. Donc, c'est la même chose. Hong Kong, on est taxé à 15%, et donc Singapour à 24%. Les directeurs suisses, ils sont, une fois que vous êtes rentré en France, ils doivent être déclarés, ils sont taxés en France. Et la retenue à la source et l'impôt que vous avez déclaré payé à Hong Kong est déduit de l'impôt français. Donc, grosso modo, la charge fiscale, c'est la charge fiscale française. Vous allez payer de l'impôt à Hong Kong, et donc vous payez 10 d'impôt à Hong Kong et que vous devez payer 30 d'impôts en France. En fait, les 30, vous diffusez les 10 que vous avez déjà payés à Hong Kong et vous n'avez plus que 20 à payer. Donc ça sera 10 Hong Kong, 20 en France. Le petit avantage avec les directeurs suisses sur la société de madame, c'est que vous n'avez pas les charges sociales. Ce n'est pas un salaire, c'est une rémunération de dirigeant, les charges sociales. Voilà. Donc tout ça, vous voyez que c'est important et que donc, tout ce qui est planification, ce sont des outils. On a tout un tas d'outils. Alors, je l'ai mis un certain nombre ici, c'est assez limité. En général, la façon dont on travaille avec les clients qu'on peut rencontrer, c'est qu'on fait un premier assessment pour voir quels sont leurs besoins et quelles sont leurs attentes. En général, on fait des consultations verbales avec eux. Et parfois, quand on a besoin de construire une stratégie qui est un peu plus construite et un peu plus long terme, on peut faire des études fiscales écrites avec des stratégies, sachant que le but pour nous n'est pas de vous dire la solution, c'est ça. Le but pour nous, c'est de vous dire voilà chacune des options, et à chacune des options, voilà la conséquence de chacun des choix, et à vous d'aller dans la direction qui vous semble la plus adaptée à vos besoins. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait nous au quotidien, avec une clientèle un petit peu internationale, que ce soit en Hong Kong ou ailleurs. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de questions à se poser bien en amont pour se dire qu'est-ce que je mets en place. Et là, je ne parle que de l'aspect fiscal, je ne parle même pas de l'aspect civil. Est-ce que je mets en place un testament? Est-ce que je mets en place des contrats de protection sur mes enfants qui sont mineurs s'il m'arrive quelque chose, qui en prend la charge, même pas financièrement, mais un contrat de tutelle et ces choses-là. Donc, il y a tout un tas de questions à se poser pour pouvoir être prêt le jour où il y a quelque chose qui se passe, un événement qui se passe, et qu'on puisse ne pas être pris au dépourvu. Voilà. Donc voilà, nous on a un bureau ici à Hong Kong, on est également à Singapour. On a une équipe de francophones et de collaborateurs locaux également. Donc on est à votre écoute. Et puis donc toute la journée avec Cédric qui est avec moi aujourd'hui, on sera sur le stand et on sera disponible pour vous si vous avez des questions, si vous voulez qu'on pousse ces sujets un peu plus loin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors maintenant on peut passer effectivement à la séance des questions. Je ne sais pas si j'ai été rapide, trop lent ou si le timing est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous laisse lever la main et je vais tâcher d'y répondre. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur la taxation
Alors, de toute façon, partez du principe que pour tout ce qui touche au bien immobilier, c'est toujours l'État, le pays de situation du bien immobilier qui est compétent pour taxer, 9 fois sur 10. Il y a quelques exceptions, mais en général, c'est toujours ça. Donc, si vous avez un bien immobilier en France, ça soit la location meublée ou des revenus fonciers, de toute façon, c'est la France qui va être compétente pour taxer. On ne vous taxera pas sur ces revenus-là. Après, le régime fiscal en France va différer entre location meublée et revenus fonciers, puisqu'on ne détermine pas le bénéfice taxable de la même manière. La location meublée, mais il y a des gens qui sont spécialistes dans ce domaine-là aujourd'hui qui vous répondront un peu mieux que moi sur le sujet-là. On peut pratiquer de l'amortissement, il y a des questions de récupération de TVA qui n'existent pas dans les revenus fonciers. Donc le mécanisme n'est pas le même, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir si je fais du bénéfice ou pas. La location meublée permet par certains mécanismes d'optimiser le revenu net pour essayer de ne pas payer beaucoup de taxes. En tout cas, c'est toujours l'État français qui est compétent pour taxer avec les mêmes règles qu'on a vu plus tard. Est-ce que tu as quelques questions? Oui, comment fais-tu pour être aussi pertinent et performant? J'ai commencé à bosser en 2001. Ah, c'est ça. Donc je répète la même chose pratiquement depuis 2001. Je fais de la fiscalité internationale depuis 23 ans, donc voilà. Donc, à force d'en manger. Je comprends que dans le cabinet, il y a plusieurs activités. Il y a l'accompagnement des entrepreneurs et une expertise sur la fiscalité. Oui, alors effectivement, nous on s'intéresse toujours de façon aux particuliers, parce que comme je disais tout à l'heure, les 2 tiers de la clientèle du cabinet, ce sont des entreprises. Donc on conseille aussi, de la même manière qu'on en a parlé ici pour les particuliers, mais les règles des conventions fiscales qui s'appliquent pour les particuliers, ça joue aussi pour des entreprises. Donc les entreprises, elles vont vouloir aussi s'intéresser à comment je structure mon patrimoine, comment je structure mon groupe, pour essayer d'éviter des frictions fiscales en toute légalité. On utilise juste le mécanisme des droits domestiques de chaque État et des conventions fiscales pour essayer de laisser le moins de plumes possible dans la bagarre et dans la structuration. Donc nous, on a plutôt une clientèle corporate, mais derrière, il y a des clients corporate, comme je disais, il y a les associés, il y a les directeurs de ces choses-là qui ont besoin d'accompagnement français. Mais c'est vrai qu'on a énormément de clients qui ne viennent chez nous que pour la partie de leur fiscalité personnelle. Bon, forcément, on nous confie des missions pour des entreprises et autre chose. Et à côté de ça, on est ni plus ni moins qu'un cabinet qui fait du conseil fiscal et de la comptabilité. On fait des fiches de paie, des corps de on crée des entreprises et on accompagne dans tout ce qui est pays juridique également. On essaie d'être assez transversal sur tous ces métiers-là. Parmi les partenaires qui sont là, il y a des partenaires aussi pour être là. Il y a beaucoup de gens qui sont là ou qui sont dans les centres à côté avec lesquels on collabore régulièrement. Nous, moi, je dis toujours à mes clients, de toute façon, on couvre à peu près 5% de vos besoins. Mais moi, je ne sais pas faire de site internet, je ne sais pas faire d'assurance médicale, je ne sais pas faire de trade finance. Voilà, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Par contre, dans notre réseau de clients partenaires, il y a sûrement quelqu'un qui sait vous accompagner là-dessus. On essaie toujours d'ouvrir la porte en disant, on sait que eux bossent bien, par exemple, donc allez voir Pierre, Paul, Jacques, parce qu'on sait que c'est des professionnels et qui pourront vous accompagner sur les lignes de métier qui ne sont pas notre expertise. J'ai vu qu'il y avait une main qui se levait, même 2, 3. Sur la transmission d'entreprise, est-ce que tu parlais de transmission en termes de donation, des choses qui sont possibles sur des entreprises françaises ou pas? Alors, oui, alors si on fait des donations de part d'une entreprise française, c'est la réglementation française qui va s'appliquer, mais on peut réfléchir. Alors, en France, il y a en plus un cadre réglementaire fiscal de particulier, il y a quelque chose qui s'appelle le pacte du trade qui permet de commencer à préparer la transmission de son patrimoine pour échapper au maximum aux droits de donation. On peut réfléchir à des donations démembrées. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail du démembrement de propriété, ces choses-là, je ne sais pas si quelques-uns dans la salle sont familiers de ça. Il y a tout un tas d'arsenals juridiques et fiscaux qui permettent de mettre en place des outils. Ce qui est important, notamment quand on fait le démembrement, ce que je dis souvent, notamment sur l'immobilier, il y a plein de gens qui font des donations, qui font des parts de SCI démembrées. C'est une fois qu'on a fait le démembrement, il est fait. Et alors, ça peut être bien fiscalement parce qu'on va pour optimiser les droits de donation et les droits de succession. Par contre, le jour où on veut vendre, par exemple, il ne faut pas oublier qu'il va falloir partager le produit de vente entre l'usufruitier, donc en général soi, et le propriétaire, en général les enfants à qui on a donné. C'est plus tout pour sa pomme. On a donné, donc si on vend, il faut partager le produit de la vente, et tout le monde n'est pas toujours en train d'anticiper ces choses-là en disant juste, tiens, j'optimise mes droits de succession, le jour où je vends, par contre, il va falloir que je partage aussi un petit peu avec les enfants. Donc il faut bien réfléchir à ces aspects-là également. Voilà. Oui, j'ai une question toujours sur les sujets de revenus fonciers. Sur la partie charge sociale, j'avais pu comprendre que le fait qu'on soit, je sais pas, adhérent
affiliés à la FE, qui payent des charges sociales par ailleurs, ça peut avoir un impact sur les charges sociales? Alors, à mon avis, ça c'est des charges sociales plutôt sur la rémunération, mais je ne pense pas que ça soit sur les prélèvements sociaux, sauf erreur de ma part. Voilà. Les prélèvements sociaux, pour moi, malheureusement, la réglementation a changé il y a quelques années, on a été exonéré pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est des contributions sociales qui servent à faire fonctionner le système de santé, de retraite et ces choses-là, choses auxquelles nous, on ne peut pas prétendre, on n'a pas le droit. Donc, longtemps, on a été exonéré. Puis la loi, d'ailleurs, la France a même été sanctionnée par la Commission de justice de l'Union européenne, qui a dit vos prélèvements sociaux qui s'appliquent aux non-résidents, ce n'est pas légal. La loi a été changée par le gouvernement pour que ça rentre dans les clous du droit européen, et maintenant, malheureusement, on n'y échappe pas et on est obligé de payer ces 17,2%. Qui ont un peu, pour moi, d'un point de vue moral, un peu de mal à passer, parce qu'effectivement, là, on paye des contributions et des charges sociales, mais sans avoir la contrepartie en face. Oui, Erwan. Oui, Nicolas, comme tu sais, on accompagne des lecteurs dans le monde entier. Toi, tu peux accompagner les expatriés partout dans le monde, dans tout le Alors, aujourd'hui, je dirais que notre expertise, c'est quelques dizaines de pays. Après, on est toujours curieux d'apprendre. Hein. C'est-à-dire que nous, il y a quelques années, par exemple, moi, j'avais une maîtrise assez partielle de la réglementation en Thaïlande ou au Japon. Et puis, on a eu de plus en plus de clients qui se sont installés dans ces pays-là. On a fait nos devoirs, on a appris, on a lu la réglementation fiscale dans ces pays-là, donc on a acquis une expertise. Donc aujourd'hui, oui, on arrive à suivre nos clients pratiquement partout. Il y a un pays, très honnêtement, que je touche peu, parce que c'est un pays complexe et en plus avec des strates de fiscalité qui ne sont pas différentes les unes des autres, c'est les États-Unis. Les États-Unis, il y a une taxation au niveau de l'État fédéral, chaque État a sa propre fiscalité aussi. C'est un peu particulier, on n'est pas toujours très à l'aise avec ce genre de situation-là. Ça nous est arrivé de conseiller sur des portions vraiment très limitées de la gestion patrimoniale, mais en général, on n'y met pas trop les pieds. On va plutôt aller référer à un cabinet agent partenaire de notre groupe qui va avoir l'expertise pour accompagner sur ce territoire-là. Merci Nicolas. Et, oui. Alors, encore une fois, je crois qu'il y a des gens qui en parleront un peu mieux que moi aujourd'hui au cours de la journée. La particularité, alors notamment la place financière qui ont des produits d'assurance vie qui sont assez intéressants en Europe, c'est le Luxembourg. Ils ont une ingénierie financière qui fait qu'ils ont réussi à mettre en place un système qui est intéressant. Il y a plusieurs aspects d'intérêt sur les contrats d'assurance vie luxembourgeois par rapport aux contrats d'assurance vie français. Un, c'est qu'ils sont neutres fiscalement. Vous êtes ici, vous n'êtes pas taxé sur les produits financiers parce que vous êtes résident à Hong Kong. Le Luxembourg ne taxe pas non plus sur les produits des contrats d'assurance vie. Que ce soit sur les rachats, donc les intérêts, ou les capitaux blessés. La France, c'est 10% de revenus nation sur les rachats que vous faites dessus sur les contrats d'assurance vie. Le deuxième levier d'intérêt des contrats d'assurance vie luxembourgeois, c'est multidevise. En Europe, enfin en France, vous faites un contrat d'assurance vie, c'est de l'euro. Vous, ici, a priori, c'est plutôt payé en Hong Kong dollar qui est indexé sur les US dollars. Vous dites peut-être, ça fait du sens pour moi de souscrire un contrat d'assurance vie au Luxembourg en US dollars. Et ça, le Luxembourg le permet. On peut faire du multidevise. On peut avoir des contrats d'assurance vie souscrits en euros, en US dollars, en francs suisses, en couronne suédoise. Chaque compagnie d'assurance a son propre cahier des charges, mais on peut le faire. Ça a aussi un intérêt assez important. Il y a un autre intérêt aussi qui est de plus en plus soulevé par certains souscripteurs et épargnants. C'est ce qu'on appelle au Luxembourg le triangle de sécurité. Pour faire court, grosso modo, vos actifs ne sont pas mélangés avec les actifs de la compagnie d'assurance. En France, grosso modo, si vous faites un contrat d'assurance vie, votre argent il est dans le bilan de la société. En Luxembourg, c'est un peu plus ségrégué. Et donc, il y a une banque dépositaire tierce qui va détenir vos fonds. Donc, il n'y a pas un mélange. Il y a un peu plus de sécurité que ce qui peut exister en France, par exemple. Voilà. Quoi d'autre? Oui, alors l'avantage aussi du contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est que vous pouvez faire des poches. Vous pouvez faire une poche contrat d'assurance vie avec de l'US dollar et une poche avec de l'euro. Puis au fur et à mesure, vous dites, tiens, je vais bientôt rentrer en France, vous basculez la poche US dollar vers l'euro, parce que vous allez avoir des dépenses en euros à l'avenir, donc vous pouvez au fur et à mesure transférer une devise à l'autre. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis le dernier aspect de l'assurance vie luxembourgeoise qui est assez intéressant, c'est l'horizon d'investissement. En France, vous faites un contrat d'assurance vie, en général, la compagnie d'assurance va vous dire, voilà mes 50 fonds, vous choisissez là-dedans, point barre. Au Luxembourg, en fonction des montants que vous allez investir, vous allez pouvoir choisir à peu près ce que vous voulez. Dès qu'il y a un code ISIN, c'est-à-dire qu'un produit financier coté sur un marché, vous dites, moi je veux ce fonds-là, je veux du Tesla, je veux du truc, vous pouvez le mettre dans votre contrat d'assurance vie, notamment avec ce qu'on appelle des fonds internes dédiés ou des
fonds internes collectifs, donc il y a plus de flexibilité. Donc en termes d'ingénierie de l'assurance vie, Luxembourg est un peu mieux équipé. La contrepartie, par contre, c'est que les seuils pour investir sur un contrat d'assurance vie changent un peu plus élevés. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui, mais il y a quelques années, je sais qu'un contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est quelques centaines de milliers d'euros si vous vouliez en nourrir. En France, vous voulez faire un contrat d'assurance vie à 10 000 ou 20 000 euros. Luxembourg, c'est un peu plus élevé, les tickets sont un peu plus élevés. Oui. Alors, pour les gens qui sont en ligne, je répète, donc est-ce qu'il vaut mieux acheter le MPF quand on part de Hong Kong ou est-ce qu'on peut le laisser dessus? Ça ne change pas grand-chose si c'est des cotisations volontaires parce que vous le rachetiez avant ou après, de toute façon, vous ne serez pas fiscalisé dessus pour tout ce qui est cotisations volontaires. Donc, si vous les rachetez en 10 ans après avoir fait votre retour en France, pas d'impact fiscal. Le MPF ici, la particularité, contrairement à la France, c'est que c'est une enveloppe financière. Vous allez épargner tous les mois et vous allez choisir le type de support sur lequel vous allez investir du plus sécurisé, du plus défensif au plus offensif. Donc ça ne change pas grand-chose. Grosso modo, à votre page, je regarderai est-ce que mon portefeuille il a bien performé ou pas. S'il a bien performé, c'est peut-être le moment de le racheter. Après, la question qu'on se pose quand on rachète quelque chose, qu'est-ce que je fais avec l'argent? Il faut avoir une vraie stratégie. Si c'est juste pour le mettre sur un compte bancaire avec l'inflation aujourd'hui, c'est peut-être pas idéal. Si c'est pour le réinvestir sur un autre support, immobilier, financier, autre chose, pourquoi pas. Mais le racheter pour le racheter, je ne sais pas si ça a vraiment du sens. Si c'est le racheter pour dire j'ai une stratégie derrière parce que je le rachète et je vais faire un apport pour acheter un bien immobilier en France, pourquoi pas, ça a du sens. Et maintenant, si vous avez un MPF, vous avez fait des mauvais choix d'investissement sur les supports et que vous avez une grosse perte, voilà, si vous faites le rachat, vous matérialisez la perte, vous n'avez pas de chance entre guillemets de vous rattraper. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, c'est un arbitrage. Voilà, toutes les contributions volontaires, tout ce que vous avez prélevé, donc les 5% patronales, 5% salariés, c'est pas taxé. Voilà. Même si vous rachetez, une fois que vous êtes rentré en France, c'est pas taxé. Oui, Nicolas, j'ai une question d'Audrey en ligne. Pouvez-vous répéter, approfondir pourquoi c'est plus intéressant d'avoir une assurance vie au Luxembourg versus la France d'un point de vue de taxation si on vit à Hong Kong? Alors, d'un point de vue de taxation, simplement, si vous êtes à Hong Kong, pardon, vous avez une assurance vie française, si vous faites un rachat, un retrait donc, de ce contrat d'assurance vie français, et que vous avez bien entendu des plus-values latentes, hein, si vous êtes en perte, pas de revenus, pas de taxes. Et si vous avez donc un contrat d'assurance vie qui s'est apprécié avec des plus-values latentes, et que vous faites un rachat sur ce contrat d'assurance vie, la portion taxable est soumise à une retenue à la source fiscale en France de 10%. Si vous faites la même chose sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est zéro parce que le Luxembourg ne taxe pas ce type de produit. Donc la différence est là. Et alors, je ne rentre pas dans le détail non plus, mais si vous faites un rachat, sachez que vous n'êtes pas fiscalisé sur la totalité parce que vous avez un contrat d'assurance vie qui vaut 1000, vous décidez de racheter 10, vous n'êtes pas fiscalisé sur les 10 parce que sur les 10, vous avez une partie du capital initial que vous avez investi et une partie des intérêts. Vous n'êtes fiscalisé que sur la partie des intérêts. Donc ce n'est pas les 10 qui sont soumis à une taxation, c'est juste la portion des intérêts qui est soumise à cette fiscalité-là. Donc, en général, si vous voulez faire ça, demandez à vos compagnies d'assurance, je veux faire ce rachat-là, est-ce que tu peux me simuler la taxe que je paye si je fais ce retrait-là? Voilà, vous leur demandez en amont. Et puis, sachant que la compagnie d'assurance en France, c'est elle qui va faire la retenue à la source pour vous. Vous n'avez même pas à aller la payer, elle va la retenir, elle va la payer au service directement. Et Luxembourg, zéro. Donc l'avantage, 10, zéro. Voilà, c'est ça. J'ai une deuxième question. Jean-Philippe, résident de Hong Kong, je commence à percevoir de la pension de retraite depuis l'année dernière. Ma femme travaille encore à Hong Kong. Comment devons-nous déclarer nos revenus en France? Alors, c'est une personne qui réside à Hong Kong oui. Et qui perçoit des retraites de France. Oui, je pense. A priori, ça serait plutôt des retraites de France. Enfin, il faut les déclarer sur sa 2042 française, la déclaration générale des revenus. Et donc là, il y aura une fiscalité. Alors, il faut les déclarer et il faut les payer en France si ce sont des pensions de retraite qui touchent une retraite pour un emploi précédemment exercé en France. Il faut toujours regarder où j'ai cotisé en France parce que je bossais en France et j'ai payé des charges sociales. Le jour où la France me paye ma retraite, c'est en France que je paye mes taxes sur ces pensions de retraite. Si c'est pour l'exercice d'un emploi dans une autre juridiction, il faut regarder ce que dit la convention fiscale. Ok, merci Nicolas. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
En tout cas, si vous avez d'autres questions, on ne bouge pas toute l'après-midi, on est là, n'hésitez pas. Et si ce n'est pas cet après-midi, les bureaux sont à Changuade, vous êtes les bienvenus pour nous rendre visite quand vous voulez. Merci beaucoup. Et